Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 5 de notre podcast Engagement. Ça parle de communication dans le sport. Aujourd'hui, on est avec Thierry. Bonjour Thierry. Salut Hugo, ça va ? Franchement, ça va. Ça fait plaisir de t'avoir dans notre podcast. Alors, Aurélien m'a expliqué, et puis on en a parlé un peu en off, tu as une petite annonce, même une grosse annonce à nous faire. Ouais, il y a pas mal d'annonces pendant ce podcast et comme tu le disais, ça fait déjà longtemps qu'on avait envie de le faire avec toi, avec Aurélien. Une aventure qui a débuté il y a un peu plus de 10 ans grâce au basket. Et je m'étais dit, c'est peut-être le moment de faire de belles annonces et pourquoi pas vous retrouver tous les deux et de le faire sur un podcast. Alors là, c'est vrai que tu viens de dire quelque chose à ceux qui nous écoutent, c'est qu'on se connaît depuis un moment. On va revenir un petit peu pourquoi du comment on s'est rencontrés et quel est le thème commun. Aujourd'hui, ton annonce, elle est quand même, en tant que fan de sport, moi je trouve elle est belle puisque c'est des choses qui nous parlent, qui moi m'ont fait rêver, me font rêver. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton annonce ? C'est toute une vie. Avec l'histoire d'un jeune qui est tombé amoureux d'une raquette de tennis. En tout cas, le sport de raquette, comme moi j'imaginais. Et puis, ma carrière m'a permis de vivre tellement d'émotions en tant qu'arbitre, en tant que juge-arbitre, pour m'emmener encore sur des sphères que j'aurais jamais imaginées. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, je reviens toujours pas. Donc, ce qui fait que quand je t'en parle, c'est des yeux d'un gamin en fait. Et puis on arrive à ma 24e participation à Roland-Garros et l'annonce c'est d'être avec vous pour annoncer ma 25e année. Donc là 25 c'est encore un step en plus. Comment toi tu vis ça ? Tu te dis mais je suis toujours dans un rêve qui continue, ou parfois tu as les pieds qui redescendent un peu sur terre et tu te dis en fait c'est tout le travail qui est là qui t'est récompensé et que c'est aussi un step en plus que tu acceptes de te dire moi c'est une vraie passion et j'y arrive en fait, genre ça fait 25 ans et j'ai pas envie que ça s'arrête quoi. Alors première chose, comme un enfant, je trouve que j'ai envie de le garder cet esprit, je le garde, ça reste naturel chez moi et j'ai pas envie de le perdre. Et je crois en toute franchise que si j'ai pu cette passion, cette animosité, ce rêve, c'est qu'il est grand temps que j'arrête. En fait, à mon sens, là, je le vis comme ça. Après, pour y arriver, je pouvais imaginer un autre format, mais ce format d'être joueur de tennis, devenir professionnel dans cette discipline, et pourquoi pas avoir une reconversion pour vivre ce que je vis maintenant sur Roland. Très vite, les entraîneurs qui étaient autour de moi ont tout de suite compris que je n'avais pas les aptitudes pour entrer dans cette filière. Et moi-même, j'étais conscient d'eux que ce n'était pas possible. Après, ce n'est pas en soi, pour moi, une vocation. Ça s'est fait au fil du temps et du travail que j'ai pu effectuer sur des événements auxquels Yannick Melou, qui m'a formé dans le juge-arbitrage, Claude aussi, Patrick sur l'arbitrage, ils ont découvert qu'en tant que juge-arbitre de tennis, j'avais quelques aptitudes à présenter. Donc là, c'est intéressant parce que tu commences déjà à nous dire un peu ton process, ton parcours de comment t'en es arrivé là. On va du coup repartir de zéro, si tu veux bien, et tu vas nous expliquer ton rapport justement, peut-être d'abord au sport. Quand toi tu étais plus jeune, qu'est-ce qui peut-être justement t'a fait écarquiller les yeux, te dire tiens mais en fait c'est ça j'adore, ou alors je passe un super moment devant ma télé ou dans un stade ou voilà en tribune. Qu'est-ce qui, toi, ton premier rapport au sport, c'est quoi ? Premier rapport, il est simple, il est humain. Je suis né à Merdrignac, donc dans une petite commune au centre Bretagne. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment le centre côté de l'Udéac. Et il y a des sports auxquels tu affectionnes tout particulièrement, notamment en Bretagne. Le football en fait partie, le cyclisme, le tennis aussi, mais différemment. Surtout, en tout cas, moi qui me rapproche de mes 50 ans, le tennis, c'était peut-être encore assez difficile d'accès pour tout le monde. Et de ma famille, on est plutôt proche du vélo. En tout cas, mes cousins affectionnaient. Et moi, j'étais un très gros fan de vélo, même vélo comme un vélo de déplacement, partir d'un point A à un point B, mais pas obligatoirement pour faire une course. J'adorais faire les montées, mais j'aimais pas faire les descentes. Et puis, je viens regarder à la télé, donc je m'intéressais un peu à tous les sports.
Mes parents ne sont pas des sportifs, mais aiment bien effectivement le goût pour l'événementiel déjà. Et quand tu regardes la télé, je suis tombé sur des images d'un joueur de tennis que je trouvais très fantasque. Et je me dis, mais c'est génial, j'imaginais pas comme ça le tennis, je pensais que c'était très codé, comme je te disais, voilà, un peu. Mais c'est là, je vois un gars qui arrive avec un jean déchiré, les cheveux longs. Je dis, mais c'est top. En fait, c'est fun le tennis. Et il s'appelait André Agassi, donc, qui a 53 ans maintenant, puisqu'il est né en avril 70. Et j'ai commencé en seconde, enfin pas en seconde, pardon, en 6e, 5e, 4e, on avait des agendas. Je sais pas si toi tu as vécu ça, mais les agendas, en fait, tu marques tout ce que tu vas faire en maths, physique. Et puis, je commençais à découper des articles. Il y a des photos, je les ai encore, hein. Je les ai encore ces agendas. Et je collais des photos des joueurs que j'aimais bien. Et donc André Agassi, c'était quasiment lui, c'était limite, je pouvais faire une déclaration d'amour, j'aurais été devant lui, je lui aurais fait la déclaration. Après coup, je t'expliquerai la suite. Et arrivé au tennis, j'étais pas un gamin obligatoirement ancré à avoir un micro comme je l'ai maintenant. J'étais plutôt un enfant qui appréciait l'informatique. Donc ça, c'est plutôt ma filière, on va dire, d'études. Mais pas introverti, mais assez timide quand même. Donc c'est l'arbitrage qui a fait que j'ai commencé à prendre un peu plus d'assurance. Et je suis rentré en fait par la petite porte en étant simple joueur de tennis, mais en apprenant à arbitrer, à me retrouver à prendre des décisions et donc à m'accaparer en fait des choses que je ne maîtrisais pas chez moi, c'est-à-dire mais je peux vaincre ma timidité parce que là, quand j'annonce un point, ça me fait mal pour l'instant parce que j'en tremble, je sue, mais je suis en train de prendre une décision. Oui, il n'y a pas de retour en arrière. C'est là, c'est à toi de dire ce qui se passe. Tu juges la ligne et tu juges un jeu, un point, un set, un match. Et après, j'ai fait comme j'étais plutôt branché quand même à ces maths, enfin dans mes études, j'ai commencé à aimer le juge arbitrage. Parce que je trouvais que c'était sympa d'établir, en fait, d'organiser un tournoi et se retrouver avec des joueurs qui venaient un peu partout de la région, des Côtes-d'Armor, les Vilaines, Morbihan, et ils s'inscrivaient sur le tournoi pour sortir un vainqueur. Et dans ce club, donc c'était Eugène Roux qui était le président, il y avait Michel Levilly aussi, et m'ont donné la possibilité de m'épanouir aussi en tant que juge arbitre. D'où les noms que je te citais, parce qu'après, je partais sur Saint-Brieuc pour avoir la formation, parce que il fallait être formé pour ça. Et lorsqu'on commence à découvrir ce milieu, j'ai ma manière d'être et j'ai toujours cette idée un peu fantasque, en fait. Le tennis, je le vivais. Alors, c'est pour ça que j'ai peut-être pas eu aussi des très bons résultats à tennis. C'est que j'étais plutôt sur un tennis très généreux, si tu vois ce que je veux dire. Généreux dans le sens où tu donnais tellement que tu faisais trop de fautes directes ça pouvait ressembler à du baseball des fois dans mes frappes en coup droit et pourtant je devais juger des lignes mais là en fait on jugeait la bâche donc non, j'étais très généreux, j'étais pas un grand joueur mais j'adorais jouer en fait, je jouais pour jouer. Et dans le juge arbitrage, je trouvais que c'était assez sympa de donner un peu ce côté un peu fun dans les remises quand tu arrives avec que tu es, comme on est là, on est Tennis Club de Saint-Grégoire, avec des gamins qui ont 5-6 ans. Je les présentais comme si on sait la suite, mais je les mettais en valeur parce que je trouvais que c'était passionnant. Ils méritaient tout autant. Et là, Yannick me dit, mais c'est... il y a peut-être quelque chose, peut-être que ce serait sympa que maintenant tu puisses ajouter ça dans ta manière de faire le juge arbitrage, c'est-à-dire pourquoi pas aussi faire des présentations. Il y a quelque chose. Bon, parallèlement à ça, j'avais toujours le vélo. Il y avait un peu le foot avec les copains. J'adorais le basket, mais vu mon gabarit, j'ai tout de suite compris. Alors, à moins que j'avais une détente de fou, mais que j'allais pas faire grand-chose aussi. Mais je touchais à tous les sports. L'athlétisme, c'était mon prof d'histoire géo en 5e, Jean-Claude Brien. Et j'étais assez bon, a priori, sur les courtes distances. Donc, tu vois, sur du 100, du 200, 4 x 100. Dès que ça commençait à être un peu plus compliqué, il m'avait dit que j'étais limité. Et donc, j'ai toujours eu, tu sais, une approche avec le sport pour le plaisir de le pratiquer, mais non pas être professionnel en la matière. Vraiment de goûter à tout, mais toujours avec la ligne directrice du tennis et du vélo. Ça a toujours été... ancré quand même. C'était tes deux sports, on va dire, coup de cœur. Coup de cœur. Mais tu avais quand même une vision qui est intéressante aussi, c'est que tu touchais à tout.
tu t'aimais être curieux de, voilà, comme tu dis, basket, etc. Et ça, je trouve ça vraiment hyper intéressant parce que au final, chaque sport a ses spécificités, mais quand on regarde bien, on se nourrit un petit peu de tout et ça t'aide aussi dans ton sport peut-être de prédilection. Donc toi, là, tu arrives, arbitre, et là, on te dit, tiens, mais ça serait peut-être intéressant de t'envoyer sur d'autres missions. Comment tu arrives justement à faire un peu le transit entre le côté arbitre et le côté je prends un micro et j'anime la suite? Alors, un mauvais moment qui est devenu un de mes plus beaux moments de ma vie. C'est bizarre, mais c'est comme on pourrait le dire avec Stéphane Houdet lorsqu'il y a eu son accident de moto, mais qui devient quelques années après numéro 1 mondial en tennis fauteuil, en wheelchair. Michael Jérémiaz aussi, l'accident de ski. Alors, on ne va pas aller jusqu'à ces accidents aussi forts pour moi. Dans l'année où je rêvais d'aller à Roland-Garros, quelques articles de presse, de l'hebdomadaire d'Armor, d'Ouest France avaient cité quelques noms. Et je n'avais pas peut-être fait suffisamment de chaises aussi. Et on part avec des copains jouer au foot, au soccer. Et je me retrouve sur un mauvais mouvement. C'est-à-dire la cuisse part d'un côté, le mollet de l'autre. Et je fais malheureusement une blessure qu'on n'apprécie pas trop. Donc une rupture du ligament croisé et arrachement osseux. Donc autant te dire que les mois pour rétablir ne me permettaient pas aussi d'avoir suffisamment de chaises et de tenter ma candidature pour être juge de ligne à Roland. Je pleure 2 fois. La première parce que ça fait mal. Et la deuxième en disant mince, j'ai fait déjà pas mal de tournois en tant que juge arbitre, j'aimerais bien, je voulais aller en tant que juge de ligne et voilà, mon rêve tombe. Alors, c'est vrai que tu vois, sur le coup, tu dis, bah, c'est pas grave, on verra l'année prochaine. Mais là, quand tu es jeune, tu le vois pas comme ça. Tu dis, maintenant, c'est cette année. Et une nouvelle fois, Yannick me dit, alors lui, il travaille déjà sur Roland-Garros. Il dit, bah, nous, on a appris que pour Roland-Garros, ils vont créer le musée du tennis. Ça s'appelait le Tenniséum. Et Jean-Christophe Pifot aura la charge de créer cette structure du Tenniséum. Et il nous faut des personnes ayant une aptitude en informatique, ayant des vraies connaissances d'arbitrage, des passionnés de tennis, parce que l'idée est de regarder les matchs en direct et de sélectionner les meilleures séquences. Alors, il y avait une part subjective, parce que des fois, on avait des annotations, des étoiles, en estimant que ce coup-là méritait 3 étoiles sur 5, ou celui-ci non, et on time-codait en fait la séquence. C'est-à-dire, si ce coup entre les jambes à 14h37 méritait 2, on le notait. De cas de figure, l'image était à ce moment-là archivée et utilisée pour le musée du tennis. Et le deuxième cas, l'image était utilisée aussi pour contribuer à aider l'équipe de France Télévisions pour faire leur montage du soir. Donc, au lieu de regarder tous les cours, les 18 cours de tennis tout le temps, bah, nous, on était affectés sur des cours et j'ai eu ma première sélection à Roland-Garros comme ça, il y a 24 ans. Je suis rentré par cette porte. Okay, donc indexeur. Donc, ça s'appelle indexeur ? Alors, je pense que ça s'appelle peut-être encore comme ça, indexeur, et j'avais le statut de juge de ligne. Okay. Donc, en fait, c'était un moment extraordinaire. Alors, à ce moment-là, j'étais licencié au tennis club de Lamballe, et c'était Nicolas Quentin qui était l'entraîneur là-bas. Et quand j'ai eu cette nomination, je me suis dit, mais quel bonheur. Alors, je pense que je ne m'en remets pas. Et encore une fois, je t'en parle et j'ai toujours ce retour en me disant, mais c'est quand même incroyable. Un gamin, mon papa et ma maman vont être fiers de moi. Rien n'était écrit pour que je vive ça, tout en pensant que j'avais aussi ma carrière à côté. Mais je vivais de tennis, je mangeais de tennis. Et pour me déplacer, je prenais le vélo ou la mobilette. Et là, d'un coup, je me retrouve à aller à Roland dans un événement mondial. Je quitte ma Bretagne, je quitte mon village. Je suis en train de me dire, et puis c'est un événement mondial. Alors, mes yeux avaient déjà perçu une journée à Roland. J'avais déjà été en 95, en 96, 97, 98 et 99. D'ailleurs, les années où André Agassi commençait effectivement à exploser, parce que j'avais envie de voir André Agassi. Alors, j'y allais parce que c'était la magie de Roland-Garros. Mais je dis, ça y est, je suis à Roland. Mais ça va être extraordinaire. Ça va être génial. Et donc, tu arrives là, quand tu fais la première fois à Roland-Garros pour travailler, pour être partie prenante de cet événement. Quand ça se termine, comment ça se passe ? On se dit,
Oh, t'as le cafard. Ouais, t'as le cafard. Après, il y avait une équipe, on était de mémoire une petite quinzaine. Donc, il y avait Médine, il y avait Célia Forget. On était en binôme, en fait, chaque ordinateur avec un binôme et chaque ordinateur affecté à un cours pour regarder. Donc, on avait des rotations parce que c'est vrai que là, on vivait un Roland particulier. Moi, je ne le vivais pas sur le terrain comme mes potes juges de ligne. Je le vivais dans un Algeco. Tu t'imagines, les écrans, effectivement, on est dans Roland. Mais moi, je vis à travers les images que tout le monde regarde. Mais je ne suis pas sur le terrain. Mais c'est quand même magnifique. Et 1 an et demi après, le hasard, on se retrouve sur une des soirées France Télévisions. Et je viens à reparler de certaines victoires de Pete Sampras, d'Andy Roddick, de Guy Forget. Et je me fais repérer sans le vouloir parce que je suis plus le passionné. Et là, on me dit, mais on va en marge de Roland-Garros sur le cours. On souhaite aussi mettre en valeur des joueurs sous le CNE, donc c'était le Centre national d'entraînement. Et l'idée, c'était de faire une courte présentation, voire interview selon le joueur, et de mettre un micro avec quelqu'un. Et est-ce que ça te dirait de le faire? Voilà. Forcément, tu dis, mais dans la tête, donc là, on est en 2002. J'avais déjà en tête de vouloir créer un club de tennis à Rennes et de créer un tournoi de tennis à Rennes qui permettait de faire une sorte de boucle en fait dans le tennis. Il me manquait ça. Comme Brest, malheureusement, à ce moment-là, s'était arrêté. Je lui dis, il faut qu'en Bretagne, on ait un tournoi encore, parce qu'il y avait déjà celui de Saint-Brieuc, et j'avais déjà été juge de ligne à Saint-Brieuc. Et c'est quand même là où je suis né. Et je dis, maintenant que j'habite à côté de Rennes, il faut ça. Donc je me dis, là, ça peut être une belle expérience pour moi de tenter cette aventure, de me retrouver avec des joueurs, de comprendre comment ils fonctionnent. Parce que ça, je ne le vivais pas, ça. Je regardais, j'analysais, mais je n'avais pas ce contact que j'ai avec toi, Hugo. Pas aussi proche. Ouais, donc toi, à ce moment-là, tu te dis, pas de marche arrière, faut mettre les mains dans le cambouis, ça m'intéresse, je suis passionné, let's go, quoi. C'est exactement ça. Mais il y a cette vivacité. Et après, dans ma tête, je me dis, mais et si je me grille? Parce que quelque part, j'affectionnais ce que je vivais. J'étais à Roland, je vivais l'indexation, je voyais des matchs. Et au moment où on avait nos pauses, je me retrouvais sur des cours annexes, je regardais les matchs. Enfin, c'était un rêve. Et je dis, mais si je me plante, comment les gens vont plus m'apprécier? Enfin, tu sais, je commençais à me dire, ouais, c'est risqué. Je dis, non, il faut que j'avance, quoi. Bon, tant pis. De toute façon, rien n'était écrit pour moi, alors j'y vais. Je dis oui. Et alors, l'anecdote, il y en a plusieurs. Et Christine Donnet était ma responsable à Roland. Et je dois une grosse partie de ma carrière avec Christine à Roland. Et elle sait que je suis un très gros fan d'André Agassi. Mais elle le sait. Et le mardi, donc ça doit être le tableau final, première semaine, elle m'appelle très tôt le matin, avant qu'on rentre à Roland-Garros, et elle me dit, il y a une nouvelle incroyable, il a dit oui. Donc je dis, mais il a dit oui quoi, Christine? André Agassi sera sous le CNE et on va avoir besoin de 7 personnes de sécurité. Il a dit oui, il sera là pour la présentation. Et là, tu t'imagines quoi? Je dis, ça y est. Donc je vais vivre un rêve et là, je vais le rencontrer, je vais le voir. Et t'es comment là? La pression qui monte et l'enfant qui... mais au départ, tu vois, on n'est pas très loin du 1er avril là, pour ce podcast. Et là, je dis, non, ils me font un joke. Ils savent que je suis un passionné. Ils sont en train de me faire une petite blague. C'est pas possible parce que j'avais jamais vu André Agassi accepter ça, tu vois. Du coup, j'arrive à Roland un peu détendu. Et puis là, quand j'arrive à Roland, ils vont me dire la blague. Non, c'était une blague, Thierry, et c'est pas le cas. Alors, entre-temps, j'avais pu présenter Marat Safin, Arnaud Clément, qui faisait partie, Félix Mantilla, enfin, pour cette génération. Et non, là, c'est pas des conneries. Je reçois bien le message. André Agassi sera présent. Et donc, en fait, dans la préparation de ces interviews ou de mise en valeur, mon cerveau, il ne peut pas tout enregistrer. Je suis obligé quand même d'avoir des fiches. Mais André Agassi, c'est presque pour moi une seconde vie. Donc, j'ai pas
J'ai pas de problème, j'ai pas besoin de revisiter sa fiche. Je connais tout sur ses 60 titres, ses 4 Open d'Australie, sa victoire au Master. Mais oui, mais sauf que j'avais oublié quelque chose, la pression, le stress et l'oubli. Et donc, je me retrouve en attente, je tremble, je suis en sueur. Mais alors que les autres joueurs, c'est la même pression parce que je veux être le plus pro possible. Sauf que là, c'est plus pareil. C'est celui qui m'a fait vibrer pour en arriver là. Ça n'a rien à voir. Toi, tu es fan aussi de basket, il y a Michael Jordan en face de toi, tu réagirais. Oui, c'est sûr qu'on a beau se dire on connaît tout par cœur et on est capable d'assurer. Je pense qu'il y a le côté enfant qui ressort et on bug un peu. Bah, tu bugs. Tu bugs. On reste bouche bée. Et donc là, toi, tu arrives à ce moment-là. Il arrive. Et là, je suis tétanisé de peur. Tout le monde, il fait chaud. Je suis tétanisé. Christine, ma patronne, est là. Et là, mon cerveau n'est pas en train de se dire qu'est-ce que je dois dire sur lui. C'est rien. Je suis en train de mourir. Mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Je vais perdre ma place. Enfin, alors que non, tout doit être juste que du bonheur. Et ça ne l'est pas. Et il y avait Ni Nguyen, qui était l'assistante de Christine, qui est toujours encore à Roland-Garros, voyant ça et essaie de me détendre. Il y a eu un petit post-it qui avait été écrit avec quelques notes pour m'aider à passer le cap. Le moment, donc, il y a André Agassi à ma droite, je suis à gauche, et André voit très bien la situation. Il la voit tellement bien qu'il veut juste me rassurer, et le truc à pas faire, c'est qu'il met en fait sa main sur mon avant-bras. C'est très fétichiste. Oh, il m'a touché. C'était pire. Donc, je pense que c'est un de mes plus gros moments de ma vie, catastrophique, mais à la fois le plus beau. Parce que derrière, je me suis dit, après ce qui s'est passé, tout ce que je vais vivre doit être que de l'instant présent. Je bosserai pour y arriver, je vais tout faire, mais aujourd'hui, il faut que je le prenne avec le sourire. Il ne faut pas que je le prenne avec ce stress. Et je m'étais dit ça en 2002, puis après 2003, puis 2004. 2005, c'est les premières fois avec Rafael Nadal. Rafa, c'est l'année où il gagne. Je me retrouve à côté de lui. C'est un moment incroyable, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il en fasse 14 comme ça. Et on continue à construire l'idée aussi en Bretagne, parce que ce que je vis à Roland, derrière, j'ai aussi fait le Master 1000 de Paris qui était 2 ans après. C'est-à-dire là, je serais arrivé je vais peut-être probablement faire ma 23e année à Bercy pour le même travail, mais pas sur le court. Là, toujours sur la partie off, en dehors. Et entre-temps, je pose les jalons aussi. Donc j'avais Thibaut qui était arbitre, que je connaissais. Et il voulait aussi rentrer dans cette aventure de créer un tournoi de tennis à Rennes. Nous avons collaboré ensemble pour qu'on puisse créer un challenger à Rennes. Et avec l'appui d'un club qui s'appelait Le Patton, qui avait été déjà multi-champion de France, 8 chez les hommes, entre autres. Et Jean-Marc Lénard nous avait mis à disposition son club pour lancer le tournoi. Et là, ça tombe bien, on était au Tennis Club de Saint-Grégoire, et le Tennis Club de Saint-Grégoire avait répondu aussi présent pour nous aider à faire la continuité des matchs qu'on ne pouvait pas obligatoirement faire après la période Patton. Le tournoi a pris son ampleur que tu connais. Donc, le fait de l'avoir construit m'a permis de me dire je suis en train de poser des points qui m'intéressent. J'avais connu l'arbitrage, le juge arbitrage, l'indexation, le fait de pouvoir présenter, d'animer, d'organiser un événement. On en a au total créé 7 événements. Certains étaient intéressants de les faire grandir, d'autres moins. Mais ça m'a forgé mon expérience. Et la bascule s'est faite concrètement grâce au sport. Je me dis, est-ce que je dois continuer comme une passion et c'est l'informatique, du moins là je travaillais sur une société à Nantes sur de la formation Microsoft, ou est-ce que je dois basculer et dire peut-être tenter mon aventure dans le sport. Et ça, c'est quelle année à peu près? 2006. Ok, donc là se pose une question à toi, c'est la passion, le sport, ou ton côté plus informatique qui oui. Ta première, on va dire ta carrière pro, elle est là-dedans, on va dire. Bon, c'est ça. Et donc Laurent Garec, qui était avec moi, m'avait permis, entre autres, d'apprendre le tennis, mais différemment, dans la partie commerciale, c'est-à-dire l'approche club que j'avais pas. Et Christophe Bechard, qui était mon patron côté informatique, m'a dit « mais je peux pas t'empêcher ».
déjà, à chaque fois, tes congés, on les calait pour ton métier. Il savait que quand j'étais en train de parler de formation Microsoft, en gros, la fin de journée, ça se terminait à parler de tennis, de hand, de volley, de basket. Et les clients, ses clients, parce que moi, j'étais salarié de sa structure, affectionnaient ce moment-là. Il me dit, bah, moi, je veux perdre ça si tu pars, mais je ne peux pas t'arrêter. Tu as envie de créer une entreprise, tu as envie de créer un événement. Vas-y. Donc, en fait, j'avais autour de moi des personnes très bienveillantes pour réussir ce pas. Et je les remercie. C'est pour ça que, tu vois, je les cite aussi. Alors, je vais en oublier forcément quelques-uns. Mais dans l'idée, c'était comme je t'ai dit en 2002, il fallait que j'avance. Il ne fallait pas que je regarde derrière. Il fallait imaginer comment je pouvais aussi me construire, pas qu'avec le tennis. Pourquoi pas qu'avec le tennis ? Parce que je ne voulais pas me retrouver cloisonné sur mon sport passion, même si ça reste toujours un sport auquel je vibre encore, et tant mieux. Mais il fallait que je sois fidèle à le gamin qui regardait tous les sports. Alors, il y avait des sports qui n'étaient pas du tout accessibles pour moi, et d'autres accessibles, oui, à la télé ou dans les articles de presse. Et là, je me dis, mais comment je peux toucher en fait des sports que je regardais ? Je dis, ben, de par l'expérience du tennis, j'ai peut-être une ouverture à apprendre aussi les autres. Alors là, c'est là le côté très binaire de l'informatique. Je dis, bon, ok, j'ai cette case-là, elle est remplie. Qu'est-ce que je vais trouver dans l'informatique ? Qu'est-ce que je vais trouver dans le tennis ? Qu'est-ce que je vais trouver dans le vélo ? Pour que je puisse acquérir une certaine expérience, presque un autodidacte, pour améliorer et devenir un organisateur d'événements ou voire peut-être m'associer sur des sports comme le basket, le hand, le volley. Et la vie m'a permis de rencontrer des personnes qui m'ont donné ma chance. Dans le triathlon, c'était Thierry Fauchou. Dans le basket, qu'on va forcément y venir parce que c'est aussi notre point commun entre toi, Aurélien, et moi, avec Erwan, avec Olivier, avec toute une équipe basket qui était l'Union Rennes Basket 35. Est-ce que ça dit d'aller dans le projet ? J'avais la famille Guillaumard qui était proche avec le RMH à ce moment-là, le Rennes Métropole Handball, qui est maintenant le GRMH à Saint-Grégoire. Là, nous sommes aujourd'hui dans un des plus beaux clubs de tennis de Bretagne, mais la salle de récoquet, il y avait le handball. Et petit à petit, j'apprenais, de par ces disciplines, à comprendre le modèle que j'arrivais à voir, tu vois, à l'écran, mais que je ne vivais pas. Et donc, oui, regarder un match de l'équipe de France de hand ou des matchs du NBA, bah, on revient à la terre, en fait. Hein. C'est-à-dire, j'étais de la N3 au basket, on n'est pas la même style, la salle de hand, ce n'était pas l'équipe de France, mais avec la même volonté de m'appuyer sur mon expérience du tennis, mais pas que, pour essayer de comprendre le modèle d'une organisation d'événements dans n'importe quelle discipline. Et comme tu disais en préambule, il y a quand même un tronc commun. En fait, tu retrouves ces modèles bénévoles, partenaires, organisation d'événements, la logistique, la sécurité. Et c'est comme ça que j'ai pu acquérir cette expérience d'organisateur d'événements. Quand tu arrives sur des sports qui vont être différents du tennis, tu arrives avec tes connaissances tennis, mais comment tu arrives toi justement à t'adapter quand par exemple on va te dire, pour revenir au basket sur l'endroit où on s'est connus à l'Union Rennes Basket, toi tu te dis ok let's go, mais il va forcément y avoir des choses qui changent. Comment tu t'adaptes en fait selon les sports Il y a un très gros travail en amont, à mon sens. Même dans le tennis, c'est une récurrence, mais dans le basket, j'avais beau regarder, on appelait alors maintenant il y a un partenaire naming, mais on avait la Pro 1, la Pro B, et je m'inspirais, je regardais ce qu'il se passait, mais en me disant, je vois ce qu'il fait, mais moi j'ai envie de faire différemment. Après les codes, donc j'apprenais en fait les articles de l'arbitrage pour chaque discipline, parce que c'est quand même à l'origine ma genèse, c'est-à-dire c'est l'arbitrage. Alors oui, c'était le tennis, c'est pas le basket, mais les codes de l'arbitrage, ça me dérangeait pas, tu vois, d'apprendre. C'était facile pour moi parce que ça faisait partie de la famille de l'arbitrage. Donc c'est comme ça que j'ai pu acquérir cette expérience en regardant.
à l'URB, j'ai démarré, je ne m'attendais pas à avoir un match au sommet pour ma première. Un match qui était historique parce que c'était le fameux derby brétilien de Rennes face à l'Aurore. Je te coupe, mais est-ce que c'était pas un match, ça s'était terminé en prolongation, si je me souviens bien. Exactement. Très bon souvenir. Oui, alors j'y étais, et super souvenir aussi, une salle blindée, une ambiance au top, et en plus une fin de match incroyable. Fin de match incroyable. Alors ça a été un petit peu plus difficile pour moi, si tu te rappelles quelques souvenirs, parce que force de constater, alors maintenant avec l'expérience, que ce côté très passionné m'avait valu quelques soucis avec ma famille, entre guillemets, de l'arbitrage. Oui, c'est vrai que et c'est là où c'était intéressant. Moi, quand j'étais en tant que spectateur, je m'étais dit, tiens, il a un style de speaker, de façon de communiquer avec le public qui est différent de ce que j'ai pu voir avant dans une salle de basket, où souvent la personne, elle est plus sur son côté, peut-être derrière son pad de musique ou son écran. Et toi, c'est vrai que ce soir-là, moi, quand j'avais vu ça, je me suis dit, tiens, mais il vient sur le terrain, il vient haranguer la foule. Et justement, ça peut être un retour de bâton parfois, mais c'est parce que c'était peut-être aussi les premières fois où les gens voyaient ça, et les arbitres aussi n'étaient peut-être pas encore à l'époque, connaissaient pas ça en fait, cette façon de faire. Et moi déjà à l'époque, je me suis dit tiens, mais c'est qui, c'est qui lui, il est fou. Et j'avais bien aimé parce qu'il y avait un côté très très showman, et je trouve que pour ramener un public, pour ramener même parfois, c'est toi qui va faire que la salle elle va se réveiller, qui va peut-être réveiller l'équipe. Au basket, je sais que ça marche bien. Sur d'autres sports, c'est différent. Mais je trouve ça hyper intéressant, justement, cette façon de toi, t'es arrivé. Tiens, comment je vais arriver avec une autre façon de faire qui, du coup, te caractérise depuis le début. Dans ce que tu nous dis, t'aimes le show, t'aimes comment t'as dit tout à l'heure, t'es généreux. Et je pense que ça, c'est un style qu'on se crée. Et justement, pour revenir à ça, toi, à partir de quel moment tu te dis, tiens, ok, là j'ai des expériences, tu disais tout à l'heure que tu faisais des expériences plus hors cours, on va dire. Là, une fois que tu arrives sur les terrains, comment la transition elle se fait de, tiens, je suis quelqu'un qui anime en dehors du sportif, et là je suis sur le sportif. Comment ça se passe justement? Est-ce que ta mentalité, quand tu arrives sur un événement, c'est différent? Tu as un côté peut-être plus cadré aussi, peut-être, une fois que tu es arrivé sur des cours de tennis, peut-être que là, tu n'avais peut-être plus le droit de faire ci, de faire ça. Comment ça se passe? Ces étapes et ce match en question qu'on parle était effectivement, alors j'avais pas la vision de tous mes confrères et collègues, de tous ceux qui pouvaient prétendre avoir un micro et ambiancer, mais effectivement j'avais vraiment un style très très particulier. Il y en avait un autre qui est pas très loin, qui est de Caen, qui des fois officie aussi avec Tony Parker. Et alors moi je voulais associer absolument le sport en fait. Je considérais, alors je parlais imparfait mais je continue encore un peu. Alors il y a quelques années derrière, il va falloir que je fasse attention parce qu'il faut que je m'entraîne encore un peu plus. Parce que je peux vieillir plus vite et je peux me casser plus vite. Mais je voulais absolument avoir une débauche d'énergie qui me prouve que ce n'était pas qu'une question d'annoncer un score, d'annoncer une section, enfin un moment, un fait de points, mais que derrière le public ait des vibrations, que tu deviennes, toi, en tant qu'une voix, tu n'es pas l'acteur majeur. Tu contribues à ce que le spectacle se déroule bien. Et moi, je me suis dit, de temps en temps, il faut que je fasse le maillon. Mais je voulais pas que ce soit que par la musique ou que par le fait d'oser travailler la voix. Et je voulais qu'il y ait un côté où cette débauche d'énergie soit visuellement là. Et donc, il y a ces fameux pas chassés, il y a ces grands écarts, je me plie. Alors, je m'entraînais pour ça, pour pas que je me blesse, parce qu'à un moment ou à un autre, ça pouvait arriver. Et ça a donné aussi ce que toi, tu as vécu, c'est-à-dire un modèle un peu particulier, mais qu'on a retrouvé après dans la course à pied, en fait. Dans les événements course à pied, avec le marathon vert, avec l'Urban, l'Intramuros de Saint-Malo, il y avait cette identité pour moi, c'est dire, de toute façon, Thierry, de ce que j'entends, alors on peut ne pas apprécier mon style et je le comprends tout à fait, mais je suis assez généreux là-dessus et j'ai associé la musique. Et dans les courses à pied, je jouais énormément avec le public et je n'étais pas quelqu'un à vouloir chercher l'élite tout de suite.
tu avais le palmarès qu'on pouvait citer. Et dans ce cas des courses à pied, j'étais plutôt à me dire, bah, mais moi, si c'est moi qui la cours, je vais faire la même distance, un peu comme ton frère sur un 14 bornes urbain ou un 24 dans quelques jours. Il va, je ne sais pas, peut-être qu'il va gagner. Bon, ok, d'accord, on en reparlera. Mais il va passer la ligne d'arrivée, j'ose espérer, et il va faire partie de ces 12 500, 12 600 personnes à courir. Donc oui, il y a l'élite, mais derrière, il y a tous ceux qui vont faire la même distance, pas la même vitesse. Et je m'étais dit, bah c'est moi en fait. Enfin, je me retrouvais dedans, je dis, bah on est tous pareils, on va faire la même distance. Ouais, on va peut-être pas gagner, mais comme moi dans le tennis, à mes débuts, je dis, de toute façon, je serai jamais un numéro 1 mondial. Mais par contre, je prends plaisir à prendre une raquette en main et à taper. Donc c'est le même sport, bah, c'est pas la même vitesse, pas la même carrière. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure sur les présentations, par exemple, des enfants. Pour avoir été aussi plus jeune, aller voir des matchs, etc., de basket, je me disais, tiens, incroyable comment ils présentent les équipes, etc. À l'époque, j'étais presque en mode waouh. Et au final, je me dis, mais entre guillemets, aujourd'hui, je me dis, ah, mais c'était entre guillemets un niveau où c'était pas non plus des pros, c'était pas la NBA. Et pourtant, ça m'avait marqué parce que c'est vrai que quand on est mis en avant par rapport à quelqu'un qui va te présenter au micro, il y a un truc qui nous marque. Et c'est vrai que faire ça, même si t'es pas le meilleur joueur du monde, je trouve que c'est aussi une motivation de se dire, tiens, mais moi, je veux connaître ça aussi encore et encore, peut-être plus haut, peut-être plus beau, avec des lumières et plus de caméras encore. Mais je trouve que c'est justement aussi une partie de toi, de ton travail, en tout cas moi que je trouve, c'est aussi de donner beaucoup de plaisir et de donner une autre saveur à parfois des petits événements qui paraissent futiles, mais qui en fait à la fin on se dit tiens mais en fait c'était incroyable parce que le moment où j'ai passé la ligne, le speaker il m'a annoncé où il y a eu un truc spécial et ça on s'en rappellera longtemps, voire peut-être toute sa vie et ça je trouve ça génial. Tu as entièrement raison. Parce que l'année de 2012, pour continuer dans une de tes questions, est un virage quand même conséquent dans ma carrière. Je suis sur le Challenger de Guadeloupe, donc on a plusieurs challengers auxquels j'ai la chance d'officier. On avait le tournoi WTA de Saint-Malo aujourd'hui, mais il était avant à Dinan-Tadin. Donc j'étais déjà sur le terrain sur les présentations, j'étais déjà sur le terrain pour les animations, pour les interviews, pour les remises de protocole, mais pas sur le terrain à Roland-Garros. Tu vois la nuance. J'y étais pas. Le terrain, c'est le Graal, on va dire. Ça dépend, mais il y a un côté très en mode c'est le boss final presque. Si tu arrives là, c'est que t'as quoi au-dessus? Pour moi, c'est amplement suffisant. Ça me convient. Oui. Après, ça dépend à quel endroit tu mets ton curseur, mais à mon sens... Je parle vraiment au niveau tennis, hein, notamment sur Roland-Garros. C'est ça, mais sur les challengers, donc je le faisais. Il y avait Marc est pour nous l'une des voix, comme Daniel Manjas dans le vélo. Et Marc officiait depuis 2004 sur le court. Moi, je suis un enfant du terrain. Donc, comme je t'ai dit, toute cette filière, Marc, on n'a pas le même profil. Mais j'écoutais Marc, je voyais Marc et je reviens sur le tournoi de Guadeloupe. Le superviseur de ce tournoi est Rémi Azémar. Rémi, à ce moment-là, était dans les juges arbitres officiels de Roland. Les gens ne me connaissaient pas plus que ça. Me connaissaient à Roland pour ce que je faisais dans les off, mais pas sur un terrain, hormis la région Bretagne ou le Grand Ouest qui me voyait sur les terrains. Et si tu demandais à cette période-là, et encore aujourd'hui je pense quand même, mais quelle est la voix qui s'associe au tennis en France? Mais de très loin, on va annoncer Marc. Si tu es en Bretagne, on va dire c'est Titi, globalement, mais il y a, voilà, ou le chauve. Ça dépend, tu vois, ça dépend comment on le prend. Ou le spécialiste des pas chassés. Oui, ou les spécialistes des pas chassés. Et quand Rémi en parle, il voit Christine Donnet. Donc, tu vois, on revient à Christine. Et je ne sais plus les mots quand tu es employé, mais en gros, je crois que le petit, il est prêt. J'exagère un peu le trait, mais c'est peut-être bon maintenant de l'entrer. Donc, Christine m'informe que je vais faire ma première sur un grand cours à Roland. Alors, là, tu vois, c'est des années qui passent. Je suis aux anges parce que, comme tu dis, c'est le Graal. Et je m'étais pourtant dit, tu vois, en 2002, qu'il fallait que j'avance, que je pense l'instant présent et que je construise quand même. Mais là, c'est bien de le dire. Et après, quand ça t'arrive, tu dis, ah ouais, en fait, ouais, mais là c'est encore un step supplémentaire.
parce que là, c'est plus le fait de faire des présentations, des interviews sur un challenger. Non loin de moi de dénigrer ce que je vivais déjà à Quimper, à Saint-Brieuc, à Dinan-Tadin ou encore à Rennes. Mais là, j'ai dit, c'est quand même Roland et je vais être, ma voix va être associée à un événement qui est un cours. Donc, je vais avoir quelques secondes pour faire l'entrée des joueurs. Ouais, mais là, c'est Roland quand même. Donc, soit j'essaie d'évacuer une pression en disant, c'est qu'un match de tennis, hein, c'est que des joueurs qui rentrent, c'est pas toi qui joues. Alors, t'as beau te le dire, mais c'est dur de l'enlever quand même, cette pression, parce que il y a beaucoup de pression. Et je commence et je suis pas bon. Enfin, je me trouve vraiment très très mauvais. Et je comprends pas pourquoi. Parce que je suis en train de... Et je suis obligé de lire mon texte. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Et la même chose, tu vois, qu'en 2002, 10 ans avant, mais pourquoi je fais ça? Donc j'en parle à Rémi, qui était avec Christine. Je dépendais de la gestion sportive. Et je dis, je sais pas, je dois vous décevoir. Enfin, il se passe quelque chose, je m'en veux. Et Rémi me dit, mais... peut-être s'il regarde le podcast, il va me dire, j'ai pas tout à fait dit ça, mais je te sors juste l'essence de ce qu'il m'a dit. Il dit, si tu gardes ton identité, tu seras bon. Mais si tu copies une identité parce que tu vois que Marc, c'est la voix aussi de Roland, il est fort probable que tu sois moins bon parce que tu essaies de copier une illustre voix. Et ce n'est plus toi. Donc, reste, si aujourd'hui on te fait confiance, on te fait confiance pour ce que tu es et non pour ce que tu essaies de faire. Et là, ça a été le déclic. Et donc, ça m'a permis aussi, moi, même dans l'événementiel, de me dire, ils ont raison. Mais ils ont entièrement raison. Il ne faut pas que je copie. Je peux m'inspirer, mais il faut que je garde mon identité. On aime ou on n'aime pas, mais... Et donc, ça a été un déclenchement. J'avais plus la cage thoracique bloquée. Je te raconte pas ce qui m'est arrivé, mais c'était tellement bloquant que j'étais malade. Donc, il y avait tout ça. Et puis, il y avait tout un travail de fond. Je dormais plus. Alors, déjà, je suis pas un homme à dormir beaucoup, mais là, c'était pire. Et ça a été. Alors oui, non, on écoutera, on verra. Mais j'ai passé en fait à faire quelques brèves parce que c'était pas en 2012, je faisais pas 99% des matchs. Donc en fait, quand Marc était sur le cours Châtrier, s'il y avait interférence sur fin de match en même temps sur le cours Suzanne, à ce moment-là, je pouvais y être. Mais si Marc avait la possibilité d'être sur les deux, il faisait les deux. Ok, donc toi déjà, tu commences avec ta petite période là où tu te dis mince, ça va pas, tu prends confiance et après au fur et à mesure du coup comment ça va se dérouler tout ça, tu vas avoir de plus en plus de matchs, tu parlais de pourcentage là de matchs par la suite après ça évolue. Et bizarrement c'est pas le tennis, on est sur le Master 1000 de Paris dans la même année et on a Émilie qui était la chargée de communication du karaté. On vient de finir le Master 1000 de Paris, Émilie est bretonne. Et me dit, tiens, est-ce que ça te dit de postuler pour les futurs championnats du monde de karaté qui se dérouleront alors maintenant ça s'appelle l'Accor Arena, mais il y a eu plusieurs mots, le POPB, Bercy. Et moi, sur le coup, je dis, alors comme tu me connais, je dis, c'est un super challenge. Après, moi, la seule chose que j'ai vue, c'est Bruce Lee, Karate Kid. Je suis un peu limité quand même. Donc après, même modèle, je regarde les matchs, les combats, pardon. Je regarde effectivement comment les arbitres fonctionnent. Mais dans ma tête, je pense que c'est un événement qui va se dérouler dans 1 an, 2 ans. Voilà, je postule. Ah non. C'est la semaine prochaine. Ah ouais, c'est 3 semaines après, quoi. Déclic, j'assume, j'y vais. Moment incroyable. En plus, là, on était pour imaginer que le karaté devenait olympique. Nouveau 6 heures, olympique, et je vis un moment de rêve. Au total 76 000 personnes sur le nombre de jours passés entre le mercredi et le dimanche, une discipline noble avec des moments extraordinaires, avec des para-athlètes qui m'ont fait vibrer, et je me dis voilà, même les sports de combat, je suis en train de vibrer. Donc j'avais déjà la course à pied, le basket, le hand aussi, le volley peu de temps après, parce que ce déclic, on s'est dit, en fait Thierry Héon, si je fais le Alain Delon, il fait pas que 2-3 disciplines, c'est qu'en fait il est capable d'en faire plusieurs, de ce que j'entendais. Et dans la foulée, je signe le Festival des Arts Martiaux à Paris, aussi toujours au même moment. Ça s'enchaîne avec la Ligue mondiale de volley.
donc avec l'équipe de France, 3 années de suite. On me met dans ce cercle avec des copains, maintenant c'est des copains parce qu'on se rend comme Yoann Crouzilla entre autres, Benjamin Clément, en disant mais ce serait tellement chouette de vivre aussi des événements mondiaux ensemble. Et puis en 2013, dans l'année en fait où on peut imaginer d'autres championnats du monde au-delà de ceux que je t'ai cités, je suis sur le tournoi maintenant ça s'appelle Open Guindé, ça s'appelait Maison Carbati à ce moment-là, et Michael Hinault, qui est le fils de Bernard Hinault, travaillait pour une société de location de chapiteaux. Et ces chapiteaux étaient utilisés. Alors, tu vois, c'est que un parcours de vie, de bonnes rencontres. Et Michael, à la fin de l'événement, me parle de cette opportunité de dire bah, tiens, je crois comprendre qu'il va y peut-être avoir besoin de nouvelles voies sur le Tour de France. Et là, moi, c'est le déclic enfant qui arrive. J'ai vécu des choses incroyables au tennis. Et le vélo, bah oui, c'est ma famille, c'est mes cousins. Et puis, c'est quelque chose qui était en moi, mais peut-être mis en retrait par rapport à ce que j'ai vécu sur le tennis. Pas besoin d'aller voir les règles, là, tu connaissais déjà. Là, j'étais bien. Là, j'étais plutôt bien. Mais le vélo, c'est quand même à part parce que c'est des bibles et des bibles. Et c'est pas parce que tu pratiques le vélo avec tes potes ou tu fais des virées que forcément tu connais tout sur le Tour de France. Parce que c'était le Tour de France en question. Donc, on dit oui. Je dis on parce que c'est une histoire de famille avec mon épouse, les enfants. On se dit est-ce que ça vaut le coup que tu ailles sur un événement comme ça. Après, je peux ne pas être pris. Donc il y a des castings, une sélection. Donc, déjà, il y avait du référencement de ce que je t'avais annoncé. Le tennis en faisait partie, mais là, il y avait effectivement le karaté. Il y avait d'autres disciplines auxquelles on voyait que j'avais cette aptitude à être caméléon. Tu n'avais jamais fait de vélo avant, sur de l'événementiel comme ça? À part un événement que j'avais créé qui était une course de tandem humoristique. Ok, d'accord. Donc là, c'était plus du fun que de la compète. Ouais. Donc, c'est pas les mêmes façons de se piquer. Alors, il y a eu quelques compétitions VTT autres où je m'y associais, où j'étais... mais non, officiellement, là, en fait, je partais... Autant dans le tennis, je commençais des petits tournois et il y a eu des montées en puissance. Autant dans le vélo, il y avait la grande boucle. Celle qui me faisait rêver, c'était les images que tout le monde voyait à la télé. Donc, je dis oui. Et il y a un casting assez conséquent. Donc, je retrouve un de mes potes et qu'on travaille très régulièrement ensemble. C'est un autre breton, c'est Damien Martin. Et Damien fait partie aussi de ce casting. Mais il y a un petit flottement parce qu'on ne sait pas si la voix de Daniel est remplacée par une voix. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que mon pote Damien peut se retrouver en concurrence avec moi, avec Fabien Rossolini, avec Marc Chavet, Michel, François. Enfin, il y avait toute une équipe. Est-ce que c'est... Parce que si c'est le cas, bah, c'est plus pareil, quoi. Parce qu'on va être mis en concurrence. L'amitié est là, mais comme dans un match de tennis, tu vois, tu peux très bien être pote et puis sur le terrain, bah, il faut un gagnant, quoi. Et il y a eu un casting et ce casting a emmené après sur des sélections. Cette sélection, moi, je l'ai fait avec Fabien Rossolini sur la Route du Soleil, donc le Paris-Nice. Je n'étais pas avec Damien sur ça et j'avais la zone départ. Et j'ai eu des précieux conseils de Daniel Manjas. Daniel qui m'avait aidé, aiguillé. Mais moi, mon profil dans le vélo était pas obligatoirement le profil que Damien a. On est très complémentaires. Mon profil était quand même d'activation, mise en valeur du partenariat, des partenaires présents, mise en valeur aussi du territoire, du terroir. Donc en fait, tout ce que fait que la course cycliste a ses coureurs, ses commentateurs, mais aussi tout ce qu'on peut vivre autour d'une course cycliste et ces paysages que tu découvres à chaque fois quand tu regardes le Tour de France. Donc un profil quand même qui est plutôt généraliste. Donc j'avais aussi cette chance de me dire, on m'attend moins au tournant, entre guillemets, sur cette capacité d'annoncer tel ou tel vainqueur, telle équipe. J'étais en terrain pas conquis, mais ce terrain-là, je le maîtrisais. Alors oui, c'était pas obligatoirement le tennis, le hand, le volley, mais il y avait quand même comme je te dis, une certaine expertise, c'est une récurrence dans l'événementiel. Donc, ça a été un moment important et j'ai pu faire mon premier Tour de France en 2015. Donc, je t'annonce officiellement que cette année, je vais vivre ma 10e année sur le Tour de France, donc 2e annonce. Donc, je suis vraiment ravi de te l'annoncer à toi, Aurélien. Donc, 25 avec Roland et la 10e
sur un deuxième rêve que j'aurais jamais imaginé, de me retrouver 21 étapes partout en France, de découvrir un patrimoine culturel exceptionnel et sportif, parce que tu sais comment je fonctionne. C'est bien beau, mais il faut aussi travailler. Et là, mon épouse m'avait offert des cartes de quiz pour voir si je pouvais répondre très rapidement sur quel était le vainqueur de telle étape. Ensuite, c'était des books. Je mangeais pour essayer de rattraper en fait mon retard. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, mais je peux jamais rattraper mon retard parce que c'est pas obligatoirement un sport où on va me revoir tous les week-ends. J'avais mon pote Damien qui était sur pas mal de courses, il y avait Daniel. Donc forcément, c'est comme de l'entraînement, il faut faire pas mal de courses. Et je l'avais pas là. Alors, tu parles d'entraînement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Alors, tu parles de fiches, de techniques, peut-être d'histoire, etc., selon les sports. Moi, j'ai envie de rebondir là-dessus, sur le côté, comment toi, tu travailles aussi peut-être en amont sur ta voix, ta façon de parler, ta façon de peut-être des fois monter le volume, de peut-être des fois être un peu plus calme. Comment on gère tout ça en tant que speaker? Parce que c'est vrai que chacun a son style. Comment toi, tu le définirais peut-être et comment tu le travailles ça, sur ta voix? Tu sais, quand on parlait de Daniel, il a une voix particulière, significative, parce que toi, si tu étais avec tes parents, avec Aurélien, à découvrir une étape du Tour de France, tu entends sa voix, tu sais tout de suite qu'on va parler de vélo. Notre père est fan de Daniel Manjas, donc ça tombe bien. Donc tu vois, on voit, je vois ce que très bien. C'est le Georges Eddy au basket, un Thierry Gélardi, un Thierry Roland, un Jean-Michel Larquet au football. Il y a des voix qui s'installent. Ça c'est presque, c'est bien se coller à chaque fois au sport. On sait que c'est eux, quoi. Et au-delà de ces noms connus, la préparation, le timbre de voix, là par exemple mon timbre de voix a quelque peu changé parce que hier soir j'étais sur un match de l'Union Rennes Basket 35. Selon l'intensité du match, après il faut que je repose, c'est un vrai muscle, donc je dois systématiquement travailler et faire attention. Alors des fois j'ai des enchaînements d'événements, alors soit dans le conseil ou service événementiel, soit en tant que présentateur, commentateur, animateur. Il y a différentes facettes, tu sais, de ce métier. Je suis obligé de faire très attention. Mais parfois, la passion passe au-delà et je me rends compte qu'après, en fait, que j'ai trop tiré sur les muscles. Alors, et là, généreux, comme tu disais. Généreux, voilà. Donc, tu vois, l'Intramuros de Saint-Malo, cette année, on le finit vers minuit et demi. Et 5 heures après, j'étais au live swimming à Bréhec, dans le froid, et les cordes vocales étaient touchées. La crainte d'avoir ces cas de figure, c'est dire est-ce que je vais pouvoir passer un message, est-ce qu'on va pouvoir m'entendre. Alors, encore une fois, visuellement, l'énergie de ma personnalité ne fait pas compensation totale, mais permet d'entendre, parfois même si la qualité sonore d'une salle n'est pas top, mais de par les vibrations que tu vas donner, les gens vont te dire on ne comprend pas ce qu'il dit, mais on va quand même le suivre. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu les transportes d'une façon différente que peut-être par l'audition, qui est peut-être pas parfaite, comme tu dis. Et si, je vois très bien, parce qu'au final, comme tu dis, tu dois être toi confronté à des situations où le système son n'est peut-être pas très bon, la puissance peut-être du système n'est peut-être pas assez bonne pour que tout le monde soit touché, mais puis ça se propage au final. C'est un peu comme une hola dans un stade. Il y en a qui commencent et puis hop, ça vient, puis ça revient. Je vois ça à peu près comme ça aussi. Et c'est vrai que toi, ton ressenti quand tu es au plus proche de l'action bord terrain, comment d'ailleurs toi, des fois, tu vas en public parfois regarder ou voir des événements et te dire tiens, je regarde comment lui il fait. Ah oui, tu as entièrement raison. En fait, tu peux pas. Chaque personne, chaque voix, c'est une personnalité qui est propre. Et il n'y a pas d'école de formation à ce sujet. Je pense que chacun a besoin de se former comme il a envie. D'autres, on a une mythique voix rennaise que tu connais depuis des années et c'était pas son métier. Et il s'appelle Jackie Sourget. Jackie, il était au Stade Rennais, il était au volley à Rennes, il était à Cesson avec le hand. Et Jackie, c'était un cœur ouvert. Il prenait le micro. Lui, il n'avait pas besoin d'aller dans les tribunes pour voir comment ça se passait. Il vivait comme un spectateur quand on lui avait donné le micro.
Donc, ils vivaient avec passion. Il n'y avait pas cette codification professionnelle qui est maintenant presque obligatoire. Enfin, c'est obligatoire. Et moi, je travaille plutôt en amont. En fait, quand je vais... toi, récemment, j'ai eu l'occasion de vivre un match de Fougères-Levallois, basket, dans une salle, 1200, avec un public très chaleureux, avec un COP extraordinaire, dans une petite salle, mais ça résonnait bien. Le public est différent de celui de Rennes. Et il ne peut pas être comparable à celui de Lorient. Et quand on a eu l'occasion, nous, on parlait avec Yoa, Benjamin Clément, qui était avec moi sur le championnat du monde de hand qu'on a vécu. Ma première, c'était Laurent Sigouret qui était avec moi pour me préparer. On avait fait les matchs de prépa France-Slovénie. J'étais encore novice en fait en la matière. Il me dit inspire-toi de ce qui se fait, regarde les modèles. Et après, on retrouve ce que je te disais, la personnalité fera le reste. Et c'est comme ça en fait que je m'entraîne, c'est de comprendre. Alors je peux me planter, c'est tout à fait possible. Et puis il y a des faits de jeu qui vont faire que tu auras beau faire tout ce qu'il faut, mais ça ne prendra pas. C'est comme ça. Alors, soit tu essaies de changer ton fusil d'épaule et tu essaies de trouver des solutions, mais parfois, dans certains événements, tu as une demi-seconde, un quart de seconde. C'est très dur. Maxime, qui est l'une des voix des plus connues du football avec l'équipe de France de football, on a une oreillette, et si on lui dit de lancer tel hymne, et il se retrouve à lancer l'hymne et puis c'est pas la bonne hymne, on se retrouve dans une situation où c'est nous qui avons annoncé, donc une pression quand même qui est forte. Et il faut trouver le moyen. Donc c'est ça où en amont, tu essaies déjà comme dans un événementiel, comme on dit avec nos étudiants d'RSS, c'est OK, vous êtes à la finalisation de l'événement, mais c'est toute la partie de préparation qui est extrêmement importante. Tu enlèves en fait une part. Tu seras plus à l'aise dans l'improvisation qu'à partir du moment où tu as déjà bien préparé, anticipé, sécurisé ta zone presque une zone de confort. Et si tu sors de la zone de confort, comme dans l'informatique, tu as un choix binaire. Ça ne marche pas, je prends cette ligne-là. Ça ne marche pas, je tente autre chose. C'est comme ça que je fonctionne. Moi. Je pense que là, avec tout ce qu'on a pu se dire, on a eu tu nous as donné beaucoup de tips et même de leçons sur le côté ne pas forcément faire du copier-coller, mais rester soi-même dans ce qu'on veut faire. Le côté aussi, moi, qui me parle beaucoup et qui nous parle avec Aurélien, c'est le côté aussi pluridisciplinaire sur la façon dont, ok, tu es peut-être fan de ce sport-là, de cette personne-là, mais regarde ce qui se fait à côté parce que potentiellement, tu vas peut-être prendre autant de plaisir, tu vas peut-être apprendre encore plus sur d'autres choses. Et ça, c'est des choses que tu viens de nous dire et qui, pour moi, sont hyper intéressantes. Et du coup, ma question, ça va être, aujourd'hui, est-ce que toi, tu ressens qu'il y a des jeunes qui sont attirés vers ce métier-là d'animateur, speaker, de personne qui prend un micro et qui va être capable de gérer une foule, de gérer une pression aussi. Est-ce que tu en vois plus des jeunes et comment toi tu vois ça? Est-ce qu'il y a peut-être des écoles? Tu parlais tout à l'heure de formation. Il y a peut-être des écoles qui se sont créées maintenant, je ne sais pas. Comment ça se passe maintenant? Est-ce que tu as un regard là-dessus ou alors il y a 3 regards. Le troisième risque peut-être de perturber ou choquer, mais je vais donner... j'imagine dans quelques années. Le premier regard, tu as toujours des personnes qui peuvent avoir des aptitudes à prendre, comme tu dis, le micro. Ces aptitudes, après, c'est de savoir ce que tu veux en faire. Certains peuvent utiliser ce micro parce que c'est presque comme un ego assez fort, la puissance du micro. Là, après, c'est de voir est-ce que tu l'utilises pour que l'événement se déroule bien, pour que les joueurs soient bien mis en valeur, pour que le public apprécie, ou est-ce que tu utilises ce micro pour... censé te fabuler. Alors ça, tu verras, il y a des profils différents. Moi, j'ai plutôt tendance à leur dire, déjà, mon profil, c'est pas universel. Il y a d'autres profils, donc faites-vous le vôtre, tout simplement. Après, vous verrez comment vous vous sentirez bien. Si c'est, il y a des passionnés qui sont, c'est pas leur métier, tu vois, Hugo. Et quand tu les écoutes sur des petits terrains avec 50 personnes, tu leur dis, waouh. Tu vis l'événement, ils te donnent des frissons comme on peut avoir des jeunes maintenant dans le e-sport. Tu les entends commenter, ils te font vibrer, mais moi ça me va. Et ils ne feront peut-être jamais leur vocation, mais il y a quelque chose. Et certains n'aspirent pas à voir le faire. Moi, il n'y a pas... Ok, on m'entend beaucoup sur ce modèle-là, mais avant tout, je suis un organisateur d'événements. Je fais du conseil et service événementiel. C'est mon cœur d'activité. C'est clairement mon cœur d'activité. Après que ma voix s'associe à la fin pour mettre en valeur l'événement, oui, mais c'est vrai que la notoriété est souvent basée là-dessus.
Mais clairement, moi, je reste un organisateur d'événements. Donc, j'ai une vision, en fait, 360 de ce qu'on imagine quand on crée un événement d'une feuille où rien n'est écrit et lorsqu'on termine avec un cahier des charges et de dire waouh, on a vécu notre première, maintenant qu'est-ce qu'il va falloir faire pour qu'on améliore et qu'on aille vers la deuxième. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a les reconversions. Tu as des anciens sportifs et tu le vois assez régulièrement aussi dans le tennis. C'est le cas, nous, à Roland-Garros. Des joueurs qui ont peut-être pu faire des quarts, des demi-finales, voire même des titres comme Mats Wilander ou Marion Bartoli, comme en 2013, et deviennent en fait dans leur conversion des super commentateurs, des intervieweurs, et eux et elles deviennent en fait des voix qui s'associent sur les interviews. Là, on est sur des très belles reconversions. On a des reconversions dans le vélo. Là, tu vois, pour que je puisse vivre le Tour de France, j'ai toujours quelqu'un, un expert avec moi. J'ai eu 7 ans, un ami, c'est un ami maintenant, c'est Jimmy Casper, le Picard et le Breton qui commentent une étape du Tour sur le relais étape. Bah, il faut le vivre parce que c'est assez particulier, mais on le fait vivre à notre manière. Après, j'ai eu Miguel Martinez pour l'année dernière et l'année d'avant. Donc, on parle de son père vainqueur du maillot blanc rouge avec son fils qui explose actuellement. Et puis là, cette année, on aura Nicolas Van Gogh qui sera avec moi. Donc là, on a ces personnes-là, c'est pas leur métier, mais ils sont ravis de prendre le micro et de transmettre. Et cette transmission, toi, tu es là pour faire que cette transmission se passe bien. Et certains, on va peut-être avoir besoin de vulgariser le discours parce qu'il y aura peut-être un peu trop de points techniques et on risque de les perdre si on a des personnes néophytes. Et puis, tu en as d'autres où tu vas pouvoir aller dans la performance et dans la technicité, où tu sais que tu peux aller les chercher parce qu'eux te donneront la réponse ou leur avis. Et le troisième point, alors attention, moi je suis quand même issu de l'informatique. Et je suis un très gros fan en fait de ces modèles très électroniques des futures voix. Alors oui, on aime ou on n'aime pas, mais j'aime bien que l'hologramme, que les voix s'associent, qu'on puisse travailler sur des nouveaux shows visuels. Alors certains vont me dire, et c'est là que je peux décevoir, en disant ouais, mais si tu fais ça, tu vas te tuer. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de speakers, il n'y aura plus de présentateurs. Je dis oui, mais si vous ne regardez pas l'avenir, peut-être que vous allez mourir quand même. Donc, à un moment ou à un autre, à vous de travailler, il y aura toujours besoin. Alors, l'IA est de plus en plus présent quand même, il faut le dire. Et voilà, aux États-Unis, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Donc, on a des multipads où chaque pad correspond à une voix. Alors, si on reprend notre point à tous les trois, c'est le basket, le mot defense quand tu vas ressortir. Là, il peut le dire une fois, il l'enregistre et ça te fait une boucle. Alors, oui, c'est choquant. Parce que tu aimes bien cette voix chaleureuse, cette empreinte, mais il faut quand même évoluer. Et les années, je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis juste qu'il faut prendre les devants. Et l'ère du numérique aussi s'installe sur les voix. Non, mais c'est vrai qu'il y a tout un terrain de jeu de toute façon qui est tellement énorme que les nouvelles technologies vont sûrement prendre une grande part dans tout ce qui est métier de son, de speaker, de commentateur, etc. Après, bien sûr, à voir comment ça s'adapte, mais hâte de voir aussi tout ce qui se passe. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir parlé de ta carrière, de tes débuts, de tout ça, de tout ce qui te passionne. Moi, ce que je retiendrai en tout cas, c'est la passion. Pour moi, c'est ce que tu symbolises et ce que tu transmets dans ton discours. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est indispensable quand on est dans le milieu du sport et de la communication. Parce que sans passion, généralement, au bout d'un moment, on se retrouve face à un mur et le mur, on ne va pas réussir à le franchir. Et la passion, c'est un peu ce qui te permet d'aller plus haut et de toujours continuer et de croire en soi aussi. Parce que quand on t'écoute, on se dit, tiens, mais... Comme tu dis, qui aurait cru qu'un petit gars breton serait arrivé à être pour la énième année sur le Tour, sur Roland-Garros, qui sont des événements pour moi majeurs en France dans le sport. Donc voilà, c'est une belle leçon pour nous, pour tout le monde. Et puis on te remercie pour ce moment d'échange. Et puis on va suivre toutes tes aventures encore derrière le micro. Et voilà, un plaisir. C'est un plaisir réciproque parce que tu sais que ça fait quand même 10 ans qu'on se connaît.
Et de choisir ce moment avec vous, ça faisait déjà, avec Aurélien, on a dû échanger depuis 3-4 ans. Alors à quel moment on va voir ce moment-là? Et ça y est, on le vit enfin. Donc sache que ce podcast, s'il fait qu'une seule vue, ce sera la mienne, mais il va être multiplié plusieurs fois parce que je suis vraiment ravi d'avoir vécu ce moment-là avec vous. Et puis, comme nous sommes sur une année olympique, écoute, il semblerait qu'il y aurait aussi une troisième nouvelle qui tombera. Donc, je t'en dis pas plus. Et ce sera la suite de ton podcast numéro 6. Aïe, aïe, aïe. Tu feras une brève dessus. Merci à tous pour votre écoute et puis on se dit à bientôt. À bientôt.